Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous ne voulez pas parler du passé, je le comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. C'est une tradition depuis 48 ans et le premier Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, c'est évidemment le débat d'entre deux tours. Ce sera le 8e. Et c'est devenu un rendez-vous incontournable, mais qui passionne de moins en moins les Français, puisque le débat de 2017 a fait la plus faible audience de l'histoire avec 16,5 millions de téléspectateurs, quasi moitié moins que les records de 80 et 88 avec 30 millions de téléspectateurs. 30 millions, des chiffres qui font rêver, puisqu'on n'a pas atteint une seule fois la barre des 20 millions depuis 88, sauf en 2007 pour le débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Quel souvenir gardez-vous de ces débats, J'ai pas fait exprès. Alors là, j'ai vraiment pas fait exprès. Allez-vous regarder le débat de ce soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Le débat d'entre-deux tours vous passionne-t-il toujours? Et vous êtes 71,5% à dire non. Avec nous, Guillaume Durand, journaliste sur Radio Classique, qui co-anima avec Alain Duhamel le débat Chirac-Jospin de 95. Guillaume Durand, bonsoir. 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 Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Salut Guillaume Durand. Est-ce que c'est le Graal pour un journaliste politique d'animer ce type de débat, comme pour un arbitre d'arbitrer une finale de Coupe du Monde? C'est une satisfaction, mais c'est certainement pas un Graal, ce serait complètement absurde, surtout que le rôle qui nous est alloué est quand même un rôle plus d'arbitre que de journaliste, point numéro 1. Point numéro 2, je parle à ceux qui sont dubitatifs, moi, à travers ce que je vais regarder ce soir, et surtout en pensant à ce qui se passe en Ukraine, je vais d'abord regarder la démocratie en marche, avec des gens que j'aime ou que je n'aime pas, qui sont face à face, avec une situation qui est quand même celle de la France, qui est extrêmement compliquée. Mais d'abord et avant tout, je suis l'enfant de mes parents, l'enfant de la guerre, l'enfant de l'occupation via mes parents, et tout ce qu'on a gagné depuis leur génération jusqu'à la mienne, c'est justement la possibilité de regarder ce genre de débat. Donc je considère que tous les gens qui ne veulent pas le regarder, et tous ceux qui veulent supprimer le droit de vote à ceux qui ont plus de 60 ans, sont dans une posture épouvantable, qui est une posture antidémocratique. Et en réalité, la démocratie est ce qu'on a gagné de plus magnifique dans le domaine de l'activité politique, parce que la révolte peut s'exprimer dans les arts, dans des tas d'autres choses. Mais en tout cas, dans le domaine de l'activité politique, cette démocratie, nous devons la chérir. Philippe Bilger. Mon cher Guillaume, je voudrais revenir au débat que vous avez arbitré avec Alain Duhamel et vous poser l'interrogation suivante. Est-ce qu'un animateur, pour l'ajout fondamentale pour notre démocratie, est uniquement préoccupé de faire surgir le meilleur des deux candidats, ou bien est-ce qu'il parvient également à avoir un peu de distance et à apprécier la qualité, l'intérêt ou l'ennui de ce débat? Parce que pour ne rien vous cacher, le débat Jospin-Chirac ne m'avait pas passionné, et évidemment je l'ai regardé jusqu'au bout, mais ça n'est pas celui que j'ai préféré. Donc quel est votre rôle dans ce cas-là? Vous parvenez à vous dédoubler, ou bien vous êtes uniquement préoccupé par votre compétence professionnelle et la libération de la parole des candidats? Guillaume Durand. Mais je suis là pour vous répondre, cher Philippe, avec la plus grande franchise. Je me suis horriblement barbé. Nous avons travaillé avec Alain d'arrache-pied. Le débat avait à peine commencé que le plan qui avait été mis sur pied n'a pas été respecté ni par l'un ni par l'autre. Il y avait une affaire de droit au logement, si la mémoire est bonne, de rue du Dragon à Paris. Donc ce qui avait été prévu a volé en éclats. Et puis après, ce qui paraissait totalement patent dans le comportement des deux hommes, c'est que d'un côté, Chirac, dont Alain avait observé le match, ou plutôt le visage tragique avant le débat,
c'est-à-dire que c'était sa dernière chance d'accéder à la plus haute marche des responsabilités de la République. Donc il était tendu vers une victoire qui lui paraissait accessible. Quant à Lionel Jospin, il n'avait strictement aucune envie de gagner, ou en tout cas une envie très mesurée de gagner, parce que la gauche n'était pas encore remise du fameux droit d'inventaire que les jospinistes avaient accordé, ou plutôt adressé à François Mitterrand. Et c'est donc 2 ans après, grâce à la dissolution, et donc grâce à la présidentielle qui suivra, qu'il va rejoindre la cour des grands. Donc si vous voulez, c'est un débat très particulier. Je vais vous donner un seul exemple. À un moment, Jospin a reproché à l'équipe Chirac de ne pas lui avoir donné l'ambassade de France à Moscou. Est-ce que ça paraît invraisemblable, ou est-ce que ça paraît vraisemblable d'entendre ça aujourd'hui? On s'attendait à un débat sur l'état de la France, dans le monde, et tout d'un coup, il était une question d'ambassade et de reproches qui étaient quand même des reproches relativement mesquins. Donc j'en ai tiré comme conclusion au bout d'un quart d'heure que 1, on ne respecterait pas le plan, que 2, il y en a un qui voulait pas perdre mais que l'autre ne voulait pas gagner. Et là, tout d'un coup, une sorte de somnolence s'est emportée de moi. Et je me suis dit, Guillaume, si jamais on te repropose ce job, et d'ailleurs on me l'a suggéré dans les années qui viennent, tu diras non. Françoise Degois. C'est très marrant ce que dit. Bonsoir Guillaume. Guillaume Durand raconte exactement la non-envie de gagner de Lionel Jospin. Lionel Jospin qui calmait tous les camarades en section en disant, vous savez que quoi qu'il advienne, je ne peux pas gagner. C'est pas possible arithmétiquement. Oui, bien sûr. Moi j'ai une question. J'ai ma conviction, mais peut-être que vous allez avoir une autre conviction, Guillaume. Toute l'histoire de la 5e démontre à quel point les débats, finalement, ne peuvent pas renverser une table. C'est-à-dire que les débats peuvent aggraver une tendance. On l'a vu avec Marine Le Pen qui, en 2017, dès le lendemain, je me souviens, perd 2,5 points ou 3 points dès le lendemain du débat. Parce qu'il y a le débat et après il y a les commentaires. Il y a le débrief des éditorialistes que nous sommes du débat. Et ça paraît inimaginable qu'un débat renverse une table, c'est-à-dire renverse une tendance. On a le rolling aujourd'hui où Emmanuel Macron est à 55,5. 55,5. Et voilà, il y a quasiment, il y a 10 points d'écart maintenant entre Marine Le Pen et peut-être que le désintérêt des Français pour ce débat, on verra les audiences qui seront faites, peut-être que le désintérêt déjà de 2017 et celui-là tient du fait simplement que les Français considèrent que les jeux sont faits. Qu'en pensez-vous? Guillaume Durand. Je pense qu'il y a une chose qui va être extraordinairement observée. Enfin, il y a 2 choses qui vont être observées. Premièrement, c'est la capacité ou pas de résilience de Marine Le Pen. Ça va être très important. La façon dont elle va arriver, la façon dont elle va se comporter et la façon dont nous allons tous regarder sa capacité à tenir la conversation avec Emmanuel Macron par rapport aux images que nous avons dans la tête qui sont celles de 2017. Deuxième chose qui va être intéressante à regarder, c'est qu'Emmanuel Macron, il est évidemment l'archi-favori, tout le monde le sait, et vos auditeurs aussi, mais il y a un problème dans le pays qui est le problème du ressentiment à son égard qui est très violent. Moi, j'habite un quartier où pendant le moment des Gilets jaunes, il apparaissait pendu dans les rues à longueur de journée. Donc c'était quand même extrêmement violent. Et dans une conversation avec une femme qui est son opposante politique et qui récupère une partie, au fond, de ce que réclamaient les Gilets jaunes, comment va-t-il arriver à s'adresser à elle tout en fait en ne pensant qu'aux gens qui sont dans ce registre du ressentiment et qui sont extrêmement nombreux, qu'on trouve du côté de l'abstention, qu'on trouve aussi du côté des gens qui ont voté pour Valérie Pécresse, qu'on trouve parfois chez ceux qui ont voté chez Éric Zemmour, et qu'on trouve massivement chez ceux qui ont voté pour donc Jean-Luc Mélenchon. Et donc il s'adresse à un sentiment. Et c'est ça qui est compliqué. Alors les gens les plus violents disent c'est à une haine, mais c'est vrai que c'est un problème qu'il doit résoudre, qu'il soit favori de cette confrontation, c'est une évidence. Vous parlez de renverser la table. On est d'accord que il va falloir quand même qu'il résolve en partie ce problème. Olivier il y a 2. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a que 74% des gens derrière dans les chiffres de ce matin qui sont certains de leur vote. C'est énorme ce qui reste. Oui, c'est encore moins pour IFOP, c'est 73,5 Guillaume Durand, le sondage à 40 minutes. C'est très important ce qui reste, mais nous ne savons pas s'ils seront devant l'écran. Moi, il y a 2 choses par-delà.
par-delà... Il ne peut pas ne pas en tenir compte. Lui. Bien sûr, bien sûr. Par-delà les aspects idéologiques, politiques, il y a deux choses qui m'intéressent ce soir. D'abord, concernant Marine Le Pen. Souvent, la politique est décriée. Il faut bien se dire que quand on arrive à ce niveau-là d'une finale à la présidentielle, on a passé quelques épreuves. La sélection, j'ai envie de dire, s'est opérée. Et personne, ou en tout cas très peu de voix, aurait pu dire le lendemain de son premier débat face à Emmanuel Macron qu'elle pourrait survivre politiquement à cette épreuve. Rappelez-vous les tombereaux de commentaires qu'elle a pris dessus sur l'idée, la messe est dite, c'en est fini. Voilà qu'elle se retrouve ce soir face à Emmanuel Macron. La question est donc de savoir si elle va pouvoir faire face. 2h30, c'est long. Et elle a en face d'elle quelqu'un qui, bien évidemment, peut être redoutable dans l'exercice. Donc là, il y a un questionnement sur sa capacité à tenir, à faire face. Le concernant, c'était un peu évoqué par Guillaume Durand, il y a quelque chose dans le pays qui relève d'un rejet puissant, si ce n'est de sa politique, bien sûr, mais parfois de sa personnalité, de la manière dont il s'est comporté. Et tout le monde lui dit, fais attention, ne sois pas arrogant, ne sois pas jupitérien, ne sois pas un surplomb. Je pense qu'il y a quelque chose dans sa personnalité, en 2h30, où il peut aller vers ses travers sur l'idée, vous n'avez pas bien compris, madame, je vais vous expliquer, ce qu'il ne faudrait absolument pas qu'il fasse. Donc il y a là aussi des chocs de personnalité et de tempérament. Guillaume Durand. Sur les deux questions, il y a une chose qui concerne Marine Le Pen qui, au fond, correspond à une seule famille en France. C'est la seule personne qui a entendu parler des présidentielles depuis l'âge de 5 ans qui est jeune. C'est-à-dire qu'on est dans une famille totalement atypique. Ça ne nous concerne pas, même dans les familles où il y a une tradition militante. Chez les Le Pen, la présidentielle, c'est la seule chose qui compte depuis l'âge de 5 ans. Pour son père, pour l'ensemble de la famille. Donc elle appartient quand même à un clan, et on l'a souvent reproché, qui est totalement atypique et qui peut expliquer cette forme de résilience qu'Olivier décrivait tout à l'heure, alors qu'effectivement ce sont des tombereaux de boue qu'elle a reçus dans la figure après le débat de 2017. Emmanuel Macron, c'est quelque chose de totalement différent, car je continue à penser que depuis le début, il considère qu'il n'est pas un homme politique, mais qu'il fait de la politique. Et je ne crois pas que cet engagement qu'il a pris en 2017, il l'ait fondamentalement trahi. Et il y a quelque chose d'incompréhensible pour les gens, oui. C'est qu'il ne veuille pas fondamentalement, même s'il est obsédé par la politique, autrement il ne se représenterait pas, mais il ne veut pas, il ne sera jamais Jacques Chirac, il ne sera jamais François Mitterrand, il ne sera jamais Marine Le Pen, il ne sera jamais ce personnage ou cet homme qui justement va consacrer l'essentiel de sa vie à la rédemption politique, à l'accession à la magistrature suprême. D'ailleurs, il l'a dit récemment dans un meeting. C'était complètement artificiel à propos de l'écologie. Je ne me représenterai pas, tu dis, sauf si. Mais cette formule de style est une formule de style qui quand même lui correspond. Il est extrêmement jeune. Il est extrêmement jeune. Et je crois qu'il a 44 ans. Il a 44 ans. Et tout ce parcours s'explique par ce qu'il disait, qui faisait sourire, voire même qui déclenchait les sarcasmes. Nous sommes des amateurs. Et c'est effectivement quelque chose qui pour les autres est une insulte. C'est-à-dire de considérer qu'on se fait laminer par quelqu'un qui lui-même se considère comme un amateur. Donc c'est très complexe ce sentiment. C'est pas simplement de l'arrogance, de la suffisance, de la technocratie, l'ENA, des phrases maladroites qui ont été prononcées, des tours de France qui paraissent artificiels ou organisés. C'est une structure mentale qui est vraiment l'accession à la politique par quelqu'un de totalement paradoxal. Les vraies voix, 17h44, notre premier débat. Le débat de l'entre-deux tours vous passionne-t-il toujours? Vous êtes 72% à dire non. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec les vraies voix. Notre invité Guillaume Durand. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Ça serait bien long. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Et il y a des colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Je ne m'énerve pas. Je suis Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé? Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degaut, Olivier d'Artigol. Le débat de l'entre-deux-tours vous passionne-t-il toujours? Vous êtes 72,3% à dire non. Avec nous, Guillaume Durand, journaliste sur Radio Classique, qui a notamment animé le débat de 95. Avant de donner la parole aux vraies voix, on part au 0826 300 300. Direction Toulouse. Bonsoir Richard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce que vous, ce débat vous passionne-t-il toujours, je ne connais pas votre âge, mais toujours autant qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ouais, pas que moi. Je parlais avec mon fils ce matin qui a voté comme pas mal de jeunes, on va dire, peut-être pas les enfants des plus riches qui votent Macron, mais qui a voté Mélenchon et qui était un peu dépité. Et je lui ai dit non, tout n'est pas perdu parce que les législatives sont là et je pense que si Macron est très mal élu, voire pas élu du tout, ça ouvre un boulevard à Mélenchon pour les législatives, parce que Marine Le Pen n'a pas l'épaisseur pour prendre beaucoup de postes de députés, mais ça ouvrira toutes les cartes. La REM, pour moi, c'est un parti qui a un chef, et s'il est tété, il n'y a plus de parti. Alors, donc, tout l'espoir est permis. Je pense que tactiquement, plus mal sera élu M. Macron, mieux ça sera pour M. Mélenchon. eh bien, merci beaucoup Richard de Toulouse. On fait réagir Guillaume Durand. Guillaume Durand, on ne sait pas si on est bien élu ou mal élu, mais il y a 5 ans, Emmanuel Macron a été élu par 43% des inscrits. Je vous fais ça de mémoire. Est-ce que un président a toute légitimité, je vais prendre un exemple, s'il est élu par le tiers des inscrits, par exemple? Est-ce que ça pose pas une vraie question? C'est ce que dit Richard de Toulouse. Écoutez, d'abord, il y a une chose qu'on peut prendre comme exemple à l'étranger. Si vous savez, les présidents américains, il y a quand même des générations entières de présidents américains qui ont été élus avec un taux d'abstention frôlant les 50%. Ou même le dépassant parfois. Donc, si vous voulez, c'est comme dans le sport, il faut respecter la règle du jeu. Ceux qui ne veulent pas venir ne viennent pas. Ils ont leur raison, mais en tout cas, la règle, elle est celle-là. Après, dans le calcul de Mélenchon, il a 17 parlementaires à l'Assemblée nationale. Je vois très bien comment tout d'un coup, il pourrait, même si le président de la République a un énorme coup de mou, je vois très bien comment il pourrait obtenir une majorité telle qu'il soit Premier ministre grâce à cette majorité, quel que soit le président, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. En tout cas, ce qu'on comprend avec lui, c'est qu'il ne veut pas sortir du jeu. Il n'a jamais voulu sortir du jeu. Jean-Luc Mélenchon. La dernière fois, c'était d'une certaine manière une acceptation très difficile des résultats. Là, il a trouvé une manière de ne pas sombrer dans l'amertume immédiatement, qui est de se projeter, il a raison, sur le 3e round, qui est le round législatif, parce qu'on sent plus ou moins qu'il y a une grande fragilité, malgré la tradition républicaine qui veut que le président élu obtienne une majorité, il y a une grande fragilité du côté de la République en marche. Et c'est sur cette fragilité que s'appuie Mélenchon pour essayer de concentrer tous ses espoirs autour d'une certaine forme de bouleversement. En plus, le président a prononcé une phrase qui n'a été expliquée par personne, mais peut-être que vous allez m'en trouver l'explication autour de la table. À un moment, il a dit, vous vous souvenez, il va falloir qu'on invente quelque chose. Quelle est cette invention ? Est-ce que c'est la proportionnelle? Est-ce que c'est une forme de gouvernement d'union nationale si la situation dérape ou en tout cas lui échappe en partie? Je n'en ai pas j'ai pas la moindre information sur ce sujet, mais depuis qu'il a prononcé cette phrase, il ne l'a jamais explicité. Alors, Philippe... Il ne l'a jamais explicité. Et c'est peut-être là-dessus que mise Jean-Luc Mélenchon, c'est que le président soit, avec une majorité très faible, acculé à trouver un système politique nouveau qui amende la 5e République. Philippe Bilger veut réagir.
En fait, Guillaume, j'ai beaucoup apprécié votre dernière intervention avant la pause, lorsque vous avez lorsque vous avez démontré justement, à mon sens, qu'Emmanuel Macron n'était pas un professionnel de la politique, mais qu'il l'abordait, comment dire, sous un angle esthétique, parfois ludique, et qu'en réalité, il avait une distance faite d'ironie et de cynisme avec une chose politique que la plupart prennent très au sérieux, voire au tragique. La manière dont, par exemple, il a fait lanterner le peuple français en disant « Ah, mais je sais pas si je vais me présenter ou pas », ils l'ont tous fait un peu, mais lui, il l'a fait avec une sorte de désinvolture qui l'amusait beaucoup. Je crois que c'est une clé très importante du comportement d'Emmanuel Macron, même si, voulant à toute force être réélu, et peut-être le sera-t-il en effet le 24, il rentre peu à peu dans le lit d'un politicien, sinon classique, du moins qui commence à avoir une certaine expérience. Françoise Legoy veut réagir aussi. Oui, alors sur la réinvention, d'abord 3 points qui nous feront méditer tous. C'est pour ça que je serai Guillaume Durand, je ne m'avancerai pas trop sur l'anticipation des législatives, et notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde se foutait de lui. Non, tout le monde se foutait de lui sur le trou de souris. Ça a failli passer. Ça, c'est le premier point. Quand on regarde les résultats électoraux, c'est majorité, je sais pas, mais en tout cas, grosse poussée de la gauche, oui. Deuxièmement, ça devrait tous nous faire méditer. Emmanuel Macron devait être mort après les Gilets jaunes. Il est en finale. Marine Le Pen, et vous avez raison, devait être morte après le débat. Comme le disait Olivier d'Artegol, elle est en finale. Jean-Luc Mitterrand était mort après l'attentat de l'Observatoire. Jean-Luc Mélenchon devait être mort après La République, c'est moi. 5 ans de bashing et de torrent de boue sur lui, comme sur Marine Le Pen, et aussi comme sur Emmanuel Macron. Il flirte, il frise carrément le second tour. Donc déjà, ça devrait nous faire méditer. Le troisième point, c'est que Emmanuel Macron a passé son temps à dire « je vais me réinventer ». Réinventer n'est pas une phrase nouvelle chez lui. Il l'a dit, il faut qu'on réinvente tout au moment de la crise du Covid. Moi aussi, je dois me réinventer lors de la grande interview avec Darius Rochebain et Audrey Crespo-Mara sur TF1. Là, il le redit, il faut tout réinventer. Emmanuel Macron, il est un vrai politicard. Il a pris goût au jeu politicien. Il sait très bien que, en fonction de l'écart qu'il y aura s'il gagne avec Marine Le Pen, il sera obligé de faire de l'union nationale. C'est-à-dire, il va aller faire son marché chez les Verts, au PS. On parle déjà d'une première ministre ou d'un Premier ministre socialiste. Voilà, si l'écart est très large avec Marine Le Pen, il se sentira évidemment pousser des ailes. Mais là où je rejoins Guillaume Durand, la majorité, La République En Marche, est très faible sur le plan législatif et électoral, et il y a un vrai coup à jouer pour les oppositions. Olivier d'Artigol, et ensuite ce sera Guillaume Durand pour le mot de la fin. Il y aura plusieurs choses à regarder dimanche soir. Bien sûr, le différentiel entre celui qui gagne cette élection et celui ou celle qui ne le gagne pas. Je vois les sondages, mais ça n'est pas la même chose si c'est 52-48 que 56-44. Oui, non, mais c'est pas la même chose. Surtout quand on voit depuis 2002 la manière dont tout ça a évolué concernant un représentant du Front National, Rassemblement National sur un second tour. Première chose, il y aura d'autres éléments. Combien d'abstentions ? Combien de votes blancs et nuls? Il y en avait eu plus de 11%. C'est-à-dire, il faut le donner en millions parce que c'est encore il faut le donner. Millions de bulletins blancs. Il faudra donner tout ça en millions parce que bien évidemment, ces 3 critères, il peut y en exister d'autres, feront que le jour d'après n'est absolument pas le jour d'après le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Après, rappelez-vous que son livre, c'était quand même Révolution. Oui. Là, je vois bien. Regardez comment le débat sur le quinquennat, le septennat, renouvelable ou pas, de nouveau retrouver des élections législatives à mi-temps. Bon, il y a toute une réflexion. Chacun cherche la martingale par rapport à cette fatigue démocratique qui est surtout devenue une grande crise démocratique, notamment dans le rapport à l'avenir. Il y a trop de gens qui ont peur pour l'avenir, pour leur déclassement, et qui se disent que cette élection ne changera rien pour eux. Le mot de la fin à Guillaume Durand en 2 petites minutes. Le mot de la fin, déjà, sur la tenue du débat ce soir, à 4 ou 5 jours du deuxième tour, je trouve ça absurde. Parce que ça, c'est vraiment... on a copié le système américain, mais on a Il y a 2 débats aux États-Unis, il n'y en a pas un seul, il y en a 2. Il y en a 2, et puis deuxièmement, ils sont à distance du scrutin, ce qui fait qu'on n'est pas dans une situation où une partie du vote est cristallisée. Ce qui donne quand même une respiration, une manière de réfléchir qui est quand même radicalement différente. Donc malheureusement,
et dans l'animation des journalistes et dans la position du débat, on est dans une espèce de tradition française qui va, j'allais dire, qui va vers une sorte de mimétisme de la démocratie américaine sans vraiment en avoir les avantages, même si la participation est pour nous plus forte. Après, il y a une chose qu'il faut quand même reconnaître au président de la République, c'est que ses deux prédécesseurs qui n'étaient pas sans qualité se sont noyés dans un quinquennat. Alors d'habitude, on pourrait se dire on se noie dans un septennat, mais eux, ils ont été pris de vitesse. Totalement pris de vitesse pour être capable de se réinventer. Ce sont des gens qui ont fait leur carrière politique, Hollande et Sarkozy, essentiellement sous le septennat, et qui ont pris le quinquennat comme s'il y avait la possibilité de se refaire sous un quinquennat. Mais pendant un quinquennat, vous n'avez que des événements aussi graves que les attentats, aussi graves que les crises financières, comme pour Sarkozy, ou aussi graves que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes ou le Covid. Vous n'avez absolument aucune possibilité ou aucun espace temporel pour vous refaire. Et si Macron y arrive, il sera vraiment le premier à avoir su gérer ce temps-là. Et de ce point de vue-là, de mon point de vue, c'est pas du tout de la flagornerie, c'est pas une opinion personnelle. Et ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui sait ce que c'est que la gestion du temps. Merci beaucoup Guillaume Durand, journaliste sur Radio Classique, qui a notamment animé le débat de 95, verdict sur Twitter. Le débat de l'entre-deux tours vous passionne-t-il toujours? Vous êtes 72,5% à dire non. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.